BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là en ce mercredi soir. Heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous voilà, fin prêt pour nos 90 minutes de tech quotidienne. Bienvenue dans Tech & Co, à la fois, vous le savez, à la radio, à la télé, mais aussi en replay et en podcast. Alors au sommaire pour ce Tech & Co en cette mi-semaine, eh bien, dans quelques instants, on va évoquer ce cri d'alarme d'Arthur Mensch, le fondateur de Mistral, concernant la souveraineté. 22 mesures qu'on va vous détailler dans quelques instants. On parlera aussi encore d'IA, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique, celle d'Anthropic. Mythos serait une IA donc développée par Anthropic qui serait hyper puissante, voire même dangereuse. Qu'est-ce que ça veut dire une IA dangereuse ? On essaiera de comprendre tout ça. Et puis, en toute fin de ce Tech & Co, on s'intéressera au secteur du tourisme qui est bien évidemment lui aussi boosté par l'IA. Et on en parlera à l'occasion du salon Food Hotel Tech qui aura lieu la semaine prochaine. Et on recevra 3 startups dans la réception, mais aussi dans des robots qui servent dans des restaurants. Il y a pas mal de choses assez intéressantes. Des startups françaises d'ailleurs. Merci d'être là, bienvenue. C'est parti pour Tech & Co, la quotidienne. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et oui, et comme chaque soir, vous le savez, pour commencer, on ne déroge pas à cette règle. 1 heure pour revenir sur l'actualité tech du jour. Avec ce soir sur le plateau de Tech & Co, Isabelle Bordry. Bonsoir Isabelle. Bonsoir François. Fondatrice de Retency. Il y a quelques années, tu étais aussi la patronne de Yahoo France. Absolument. Europe aussi, non ? Un peu européen. Un peu Europe aussi. Lui aussi a eu des fonctions européennes. Absolument. Tristan Nitto, bonsoir. Bonsoir. Directeur associé commun numérique et anthropocène chez Autotechnologies. Et il y a aussi quelques années, tu étais le patron Europe de Mozilla, de la fondation Mozilla. Firefox, etc., qu'on connaît bien sûr. On continue à utiliser d'ailleurs. Forcément. Absolument. Et Frédéric Simotel, mon binôme. Comment ça va, Fred ? Eh bien écoute, en pleine forme. En plus avec toute cette actu, on se dit parfois on pourrait presque faire 2 émissions. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on a une quotidienne. Ouais, mais il nous faudrait 2 Léa Benayoun. 2 Léa Benayoun, ça ferait beaucoup quand même, parce qu'il baisse la tête, il dit ça ferait beaucoup. Il ne faut pas exagérer quand même. On lui fait un gros bisou. Léa. Alors, pour débuter, donc, je vous le disais, sujet très intéressant. Comment faire en sorte que l'Europe reste dans la course technologique face aux Américains et aux Chinois ? Ça fait longtemps qu'on se pose cette question. Pour Arthur Mensch, patron de Mistral AI, la réponse se joue maintenant. La pépite française de IA vient de publier 22 mesures d'urgence pour éviter que l'Europe ne devienne un simple État vassal des États-Unis et de la Chine. Anthony Morel nous en parlait ce matin dans Good Morning Business. On l'écoute. Et le message est d'autant plus fort qu'il vient d'un des seuls acteurs européens crédibles pour mener cette bataille mondiale de l'intelligence artificielle. Alors parmi les mesures proposées, il y a par exemple l'instauration d'une préférence européenne dans les services numériques. En clair, quand une entreprise ou quand l'État ou une collectivité achète du cloud ou de l'intelligence artificielle, eh bien elle devrait privilégier des acteurs européens. Alors après, il faut encore le mettre en place. Un des leviers qui sont proposés, c'est par exemple un avantage fiscal pour les entreprises qui utilisent des infrastructures IA qui sont basées en Europe. Ça, c'est pour le premier volet. Le deuxième axe, c'est d'attirer les talents. La guerre de l'IA, c'est évidemment une guerre des cerveaux. Et donc, Mistral préconise notamment la mise en place d'une AI Blue Card. C'est une sorte de visa express européen pour les chercheurs et les ingénieurs en intelligence artificielle qui serait délivré en 15 jours maximum, qui aurait une validité de 4 ans. Il y a déjà une carte bleue européenne pour les travailleurs hautement qualifiés. Ça existe, sauf qu'aujourd'hui, c'est un dispositif qui est bureaucratiquement assez lourd, qui est surtout utilisé par l'Allemagne, pas vraiment par les autres pays, donc il s'agirait de dépoussiérer un petit peu tout ça. Et puis le troisième axe, c'est la bataille de la data, c'est le carburant de l'intelligence artificielle. Le rapport préconise par exemple la mise en place d'une base de données européenne qui centraliserait toutes les œuvres tombées dans le domaine public pour qu'on puisse entraîner les modèles d'IA avec, bon, sachant que tous les grands groupes européens d'IA siphonnent allègrement toutes les données possibles et imaginables, on peut se dire que cette mesure-là est peut-être un peu naïve, mais l'idée de fond derrière tout ça, c'est de dire que le futur se joue maintenant, soit on prend des mesures pour bâtir une souveraineté technologique durable, soit on se condamne à devenir encore plus dépendant des États-Unis et de la Chine.
Voilà, caractère d'urgence de la part d'Arthur Mensch avec toutes ces mesures. Anthony Morel a bien expliqué tout ça. On en parlait tout à l'heure avec Isabelle en préparant cette émission, mais c'est vrai que quand on voit les montants des financements aux États-Unis, si on compare ça à la France, à l'Europe, c'est x100 en fait, ou c'est divisé par 100. Quand on va dire Mistral lève 20 milliards, de l'autre côté, OpenAI va en lever 112. C'est quand même assez impressionnant. Alors, au-delà de l'argent, comment faire en sorte qu'on reste dans la course ? Après, on peut se poser la question du moment de cette communication. Est-ce que c'est arrivé au bon moment ? Parce qu'on peut dire en ce moment que l'actualité est quand même assez lourde, importante. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu décaler cette tribune, en quelque sorte, à un moment un peu plus tranquille ? Pour qu'on puisse avoir un peu plus de visibilité. Alors nous, on en parle, mais je ne suis pas persuadé que ce type d'information fasse la une des grandes chaînes d'information en continu en ce moment, quoi. Elles ont d'autres chats à fouetter. Isabelle, peut-être pour commencer, je pense puis après que déjà, Tristan. c'est effectivement un cri d'alarme, et un cri d'alarme, en fait, se joue quel que soit le moment. En fait, il y a urgence aux États-Unis, ça va très très vite, et donc il est très important aujourd'hui de prendre position. Et ce qui est terrible, c'est que c'est toujours les mêmes sujets, c'est-à-dire que les sujets des talents. Aujourd'hui, on est un pays, et en Europe, qui permet d'avoir je crois, la France est le 2e pays de médaille Fields. Donc, on a une académie d'excellence, des ingénieurs absolument excellents. Et donc, il faut qu'on soit capable de préserver ces talents. Alexandre Munch en est un parfait exemple. Arthur Munch en est un parfait exemple. Il est issu de l'école polytechnique, il est parti aux États-Unis, et maintenant, il est revenu. Et il se confronte à la difficulté européenne, donc incapacité de financer de manière importante sa structure. Et effectivement, deuxième paradoxe, on a des talents, on n'arrive pas à les garder, mais on a aussi de l'épargne. Les Européens investissent 2 fois plus en épargne que les Américains. Et cette épargne aujourd'hui est fléchée vers les obligations d'État et les grandes entreprises. Donc il faut absolument que l'Europe crée un marché du capital qui permette d'être investi vers de l'innovation. Et le cri d'alarme d'Arthur Munch est absolument essentiel. Vous voyez à quel point ça va vite. On a d'autres sujets tout à l'heure qui montrent à quel point il y a une prise de pouvoir aujourd'hui des Américains, et l'Europe qui, malgré ses talents, n'arrive pas à garder la tête haute et à produire des produits efficaces. Tristan. Alors déjà, je suis complètement d'accord avec ça. Il y a un problème, c'est que l'écosystème financier pour investir, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire que tu peux dire on a envie, ça fait longtemps qu'on se dit on a envie, il faudrait faire quelque chose. Et ça ne bouge pas beaucoup, ou pas assez vite. Oui, parce que le terreau n'est pas... Voilà, c'est plein de choses. C'est la culture du risque, etc. C'est une chose. Et puis, il y a un contexte géopolitique qui a évolué énormément. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait se reposer sur les Américains qui avaient l'air d'être nos alliés indéfectibles. Et ça fait... 1 an presque et demi, qu'on se rend compte qu'ils sont de moins en moins indéfectibles, voire totalement plus nos alliés, quoi. Et que on peut très bien, que cette dépendance confortable jusqu'à présent, elle n'était pas si grave parce que tout allait bien. Parce que tout allait bien. Et aujourd'hui, ça va plus bien. On a un président américain qui est complètement incontrôlable, imprévisible, qui le fait exprès. Enfin, il est erratique dans ce qu'il dit et ce qu'il fait en Iran, par exemple. Un coup, il les traite de tous les noms et il va mettre une bombe nucléaire, et le lendemain, on est à tout près des accords de paix, quoi. Et ça, il commence une guerre sans prévenir ses alliés ni rien. Il n'y a rien qui va. Donc on s'est rendu compte qu'on avait confié aux États-Unis, beaucoup de nos investissements, on dit c'est pas grave, ils sont gentils, etc. Et là, en fait, il faut bâtir notre autonomie stratégique. Et l'IA, évidemment, qui est le sujet du moment, c'est central. Mais ça va pas être simple. Donc en fait, moi, si je suis un petit peu cynique, je dirais que Arthur Mensch, il est plutôt à dérouler un discours finalement classique qu'on entend et qui est juste, mais il n'est pas nouveau, il existe depuis longtemps, et là il en profite pour glisser aidez-moi en fait, et tous les trucs qui l'aideraient sur la data, etc., sur les investissements, c'est facilitez-moi la vie, parce que finalement l'IA en Europe c'est Mistral,
Enfin, et je ne sais pas si je jouerais une partition différente si j'étais à sa place, hein, soyons clairs. Mais en fait, il est dit, regardez, on a un problème, notre allié n'est plus notre allié. Pour moi, la vie n'est pas facile, ou pour nous, chez Mistral, la vie n'est pas facile. Aidez-nous au niveau de l'argent, mais aussi sur des choses plus du niveau de l'ordre du réglementaire, qui peuvent nous aider sur des visas, sur des investissements, etc. Aujourd'hui, il y a 1400 milliards qui est investi par les grandes entreprises sur l'achat des logiciels, sur l'hébergement des données, sur la structure et la transformation du numérique. Sur ces 1400 milliards, il y en a 80% qui vont aux États-Unis. Donc, en fait, tout le paradoxe de l'Europe, c'est ça. On a des talents, on a du financement, mais on n'arrive pas à organiser un marché pour flécher et aider nos talents à construire vraiment des pépites. Et c'est un enjeu majeur, et je trouve que voilà, c'est important de le dire et de le crier fort. Ouais, moi, j'avais un chiffre sur les services IT, c'est environ 270 milliards qui partent aux États-Unis. On se dit, on prendrait juste 10%. C'est ça. C'est 27 milliards qu'on peut investir en France. Première chose. Deuxième chose, le problème en Europe, c'est qu'on est encore trop fragmenté. On se retrouve en Allemagne. Mistral, il se retrouve en concurrence en Allemagne. Enfin, pour plein de choses, il n'y a pas encore cette Union européenne. Et puis, l'autre chose que je regrette, c'est que... Tu veux dire par là qu'il y a de la compétition entre les pays alliés. Oui, alors, elle existe aussi aux États-Unis. Oui, bien sûr. C'est pas tout d'un bloc, et il y a une compétition aussi aux États-Unis, mais nous, voilà, on a du mal à franchir. Alors, on essaie d'alléger un peu les liens quand on lance des logiciels et qu'on va le développer en Angleterre, enfin en Allemagne, en Italie ou en Europe de l'Est. On essaie de simplifier ça, mais c'est pas facile. Hein. Il y a plein de, on le voit. Tiens, pour un truc très physique, j'entendais hier quelque chose sur les enfin, qui n'a rien à voir avec l'IA et tout ça, mais c'est rien que les trains, quand un train qui va de Paris à Europe de l'Est, il change 4 fois de système électrique. Alors, aujourd'hui, on a des rails qui sont la même taille. Au niveau logiciel, c'est un peu ça. Ça doit être du numérique, il y a ça. Mais moi, il y a un truc que je regrette beaucoup par rapport à cet appel là d'Arthur Mensch, c'est qu'il y va tout seul. Mais pourquoi il n'est pas allé chercher les grosses... Alors, il y a des startups un peu moins connues en France, il y en a des un peu moins connues en Allemagne, mais pourquoi il n'a pas fait un collectif? Et puis même avec les patrons, c'est-à-dire, tu disais, François, c'est difficile effectivement de se faire entendre là, mais de toute façon, avec toute l'actualité, si on attend, on se signale en 2028. Non, mais avoue qu'en ce moment, l'actualité est vraiment très dense. Mais elle le sera encore dans un mois et dans 2 mois, et après on partira dans les présidentielles, et puis voilà, donc c'est peut-être un peu en amont de ces présidentielles qui veut faire bouger les choses, mais je trouve que là, il aurait dû mobiliser, il est chez Thales, il est chez Total, il est chez Dassault Systèmes, il aurait dû mobiliser tous ses patrons et dire voilà, moi je me mets en porte-drapeau, mais derrière je veux que tous... et là, quand tu commences à voir toute l'industrie, mais même aller chercher des Allemands, aller chercher des patrons italiens, enfin voilà, il aurait dû peut-être aller chercher un peu plus de tous ces gens-là pour faire un vrai collectif pour que l'appel soit entendu, parce que là, ça voilà, va peut-être venir. Il est peut-être parti tout seul en espérant que les autres. Il faudra voir qu'est-ce qu'on en dit à Vivatech, mais si tu veux, moi je regardais la presse internationale ce matin, enfin européenne ce matin. On n'en parle pas. Il y a un entrefilé dans le FT en disant Arthur Mensch voudrait une... Mais c'est tout, quoi. Tu vois, alors qu'il y aurait eu un patron, il serait allé chercher les 3 patrons qui pèsent un peu en Grande-Bretagne, même si c'est pas l'Europe, enfin, on s'est compris. Mais voilà, s'il était... Et c'est un peu ça que je regrette. Mais après, je pense que les patrons ont un peu peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'exprimer et dire qu'ils veulent avoir des solutions souveraines, alors qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que toutes les grandes entreprises donnent toutes leurs données à toutes les grandes entreprises américaines. Donc, c'est quand même extrêmement complexe et c'est pas évident. Par contre, effectivement, un collectif de start-up, ne serait-ce qu'un collectif de start-up. C'est vrai, non, mais je suis d'accord, on est toujours beaucoup plus puissant quand on forme un collectif. Mais après, il y a effectivement ce timing qui est intéressant. Aujourd'hui, l'effet Trump aux États-Unis a quand même une conséquence sur les laboratoires de recherche, sur les subventions des professeurs, etc. Et donc, il y a aujourd'hui quelques chercheurs qui partent. Et donc, il y a pas autant que ça, hein. Pas autant que ça, mais qui partent. Parce qu'on se souvient justement de la campagne de communication d'Emmanuel Macron qui, on vous accueille. On vous accueille. Il n'y en a pas eu autant que ça. Oui, mais je pense qu'il y a un momentum
où effectivement aujourd'hui le côté un peu insatiable de Trump est en tous les cas très difficilement anticipable, quand tout d'un coup on vous coupe vos budgets, c'est un vrai sujet pour les chercheurs. Et donc l'Europe devrait jouer beaucoup plus cette carte d'accueil avec des visas comme c'était dit tout à l'heure et une garantie de financement pour faire en sorte que ces gens puissent travailler. Plus que le financement, parce que le financement, on va ramener de l'argent, même si on ramène de l'argent américain, ce qu'a fait d'ailleurs Mistral, ce qu'en font d'autres aussi. Je pense que le nerf de la guerre, il est vraiment dans ces centres de calcul. Il faut qu'on ramène davantage de compute. Aujourd'hui, on a appris que Alibaba avait monté un immense centre de calcul, 100 000 composants en Chine, avec des composants des TPU sans doute, qu'ils développent eux-mêmes. Mais voilà, ils sont à fond là-dessus, les Américains, on en a parlé là. Et nous, là, il faut vraiment qu'on fasse... Création d'un écosystème. C'est ce qu'est en train de faire Elon Musk, on en parlera tout à l'heure, en intégrant complètement la chaîne de valeur entre le GPU, le logiciel, le silicium. Et puis moi, j'aurais chiffré, j'aurais dit, voilà, il nous faut une usine de composants, c'est 40 milliards. Voilà, il nous faut 40 milliards. Il nous faut 10 milliards pour ça. Mais on les a déjà, ces chiffres. Mais oui, on le sait déjà. Il faut chiffrer ça. Je dis, moi, ce qui me manque, c'est qu'il aurait dû y aller à plusieurs, bien chiffrer, et puis voilà, et mettre des jalons. Alors, ce sera peut-être la deuxième étape. Hein. Encore une fois, je trouve très bien que lui prenne la parole et qu'il monte au créneau. Peut-être qu'il a fait le tour des autres, personne ne l'a vraiment suivi, j'en doute. Mais voilà, et puis il faut mettre... mais ça prend du temps. Enfin, je ne cherche pas les excuses, mais ça prend du temps de rassembler des gens qui ont des expériences, des habitudes, des âges différents. Enfin, tu vois, il est jeune. Tu parlais de Thales ou de Dassault. C'est des gens qui n'ont pas la même inertie, forcément, que Mistral, tu vois. Alors, se mettre d'accord. Mais tu vois, il serait allé chercher un économiste, il serait allé chercher d'autres personnes qui ont la voix qui porte. Alors, on sait, Mario Draghi a déjà levé, mais tu vas voir un Philippe Aghion, tu vas voir tu vois, même des intellectuels, tu vas leur dire, écoutez, là, il faut qu'on bouge parce qu'il y a un gros souci de perte de leadership sur ces technologies qui sont des technologies d'avenir. Aujourd'hui, on en parlera, l'histoire de l'emploi. Enfin, tu vois, ça concerne tout ça. Il faut davantage jouer sur l'éducation, tu vois, Alors, je suis sûr qu'il nous écoute. Je suis sûr qu'il nous écoute et qu'il va améliorer sa communication. Moi, vraiment, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que cet appel soit entendu et que peu à peu, on entende là au fil des jours, des semaines à venir, tel patron, tel groupe de start-up qui disent nous, oui, on est à fond derrière Arthur et on pense qu'il faut y aller, et que toutes ces voix commencent à se faire entendre. Il y a un enjeu pour préserver nos valeurs. Il parlait de la data, de la privacy, de l'utilisation des modèles, de l'entraînement. Il y a un enjeu qui va bien au-delà des problématiques de l'emploi et des finances. C'est la préservation des valeurs européennes. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, partir en collectif et assumer cette prise de position, qui est une prise de position courageuse, dans un rapport de force avec les États-Unis qui n'est clairement pas en notre faveur en ce moment, aurait été effectivement pertinente. Puisqu'on est dans l'IA, on y reste. Je vous propose d'aller du côté des États-Unis maintenant et nous intéresser au discours qu'a eu OpenAI aujourd'hui concernant les conséquences de l'intelligence artificielle sur notre société. C'est rigolo parce que là, on est à un autre niveau. Et c'est intéressant de faire le parallèle entre ces deux informations. Comment nous gagner en souveraineté ? OpenAI se dit, attention, l'IA va complètement bouleverser notre société. Voilà ce que nous, on imagine. Et humblement, parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez humble ce qu'ils disent, même si c'est quand même très marketing, tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de limiter la casse, en quelque sorte. Et donc, il y a toute une série de mesures aussi que Sam Altman propose. Par exemple, la semaine des 32 heures de travail. Et là, on n'est pas en France, les amis. On est aux États-Unis. Ouais, c'est dingue, quand même. Pire que Martine Aubry, tu veux dire Pire que ça. Enfin, je sais pas. Pire que ça. Il va plus loin. Et pire que ça. Je trouve ça très savoureux. Qu'un chef d'entreprise issu du marché le plus capitaliste aujourd'hui sur la planète ait finalement des propositions tout à fait progressistes. Et puis l'autre point, c'est que c'est assez pessimiste, je trouve. Bah oui. Mais effectivement, qu'un patron de réclame les 32 heures et qu'un patron explique qu'il faut un minimum de revenus redistribués à toute la population pour
pallier à la valeur ajoutée qui va être créée par les robots, c'est quand même assez surprenant. Oui, des taxes liées au travail automatisé. Donc c'est ça, et redistribuer à ceux qui ne travaillent robots, pas, qui ont perdu leur travail. Des impôts plus élevés sur les plus-values pour les tranches supérieures sur les bénéfices des sociétés. Tu sais qui fut le premier à parler de ça, c'est Bill Gates qui en a parlé en 2017. Mais même Elon Musk en a parlé, je ne sais pas si... Oui, mais plus tard. Mais le premier vraiment qui a mené ça, 2017, dans un entretien, je ne sais plus à qui, Bill Gates avait dit, voilà, il va falloir taxer les robots, parce que les robots vont prendre de plus en plus l'emploi et tout ça. Voilà, on était encore dans les prémices de l'IA générative. Il y a quasiment 10 ans. Voilà, mais là, on parle de redistribution vers les plus faibles. C'est ça qui est intéressant dans la démarche de Sam Altman, c'est qu'il a vraiment une position très progressiste. Et je trouve il y a cette histoire finalement aussi, très pessimiste sur le rôle de l'humain. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une démarche en disant on va faire en sorte que l'humain fasse des choses différentes et dans son interaction avec l'IA soit finalement augmenté. Mais là, en fait, il est en train de nous expliquer que ça va être l'inverse. Je trouve ça très pessimiste et pas du tout marketing. Il y a aussi ce fonds de richesse publique. C'est compliqué. Alors, déjà, une petite perspective historique. En fait, vous savez qu'à un moment, dans l'histoire de l'humanité, encore et pas si longtemps que ça, il y avait l'esclavage. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que l'esclavage s'est arrêté ? C'est pas juste de la bonté d'âme en se disant « Oh, les esclaves, quand même, on a été trop dur avec eux, il faudrait les libérer ». Alors, moi, c'est ce que je croyais quand j'étais enfant. Malheureusement, les choses sont considérablement plus prosaïques et peut-être même cyniques. C'est qu'en fait... La machine à vapeur. En fait, il fallait, avec l'avènement de l'industrie, il fallait des clients pour acheter des choses. Et donc, il fallait que les gens aient de l'argent. Et donc, il valait mieux avoir des ouvriers que des esclaves. Et je vois un genre de reflet, en fait, de cette époque-là, avec ce que raconte Sam Altman aujourd'hui. Il dit, écoutez, si on détruit massivement de l'emploi, qui va acheter nos services ? Et là, il dit, en fait, on est en train de faire une situation un peu en miroir de la fin de l'esclavage, en disant, non, mais là, il faut un genre de... Il n'ose pas dire revenu universel, mais enfin, il est là, mais on va détruire de l'emploi. Comment est-ce qu'on maintient un équilibre et peut-être que c'est la réduction du temps de travail. Enfin, je pense qu'il est assez... pragmatique dans son approche, en se disant, écoutez, là, en fait, on est en train de casser le système capitaliste si on casse complètement le travail. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est une surprise. C'est la surprise de voir que, en fait, c'est OpenAI qui tient ce discours, alors que je l'attendais beaucoup plus d'Anthropic. Je suis tout à fait d'accord. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il vient lui... On est dans une grosse guerre d'images. Ouais, exactement. Et de marketing. Il vient lui couper l'herbe sous le pied en lui disant, ah, tu vois, en fait, c'est moi le gentil. Moi, c'est OpenAI. En tout cas, je fais croire aux gens que je suis le gentil. Oui. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un pour sauver l'autre, mais... enfin, en tout cas, il intervertit les rôles. Et c'est assez smart au niveau de la communication. Je ne suis pas sûre que ça soit gentil d'avoir dit ça, en fait. Je trouve ça extrêmement pessimiste. Non, mais est-ce que ce n'est pas aussi, on va dire, une espèce de parallèle avec le côté aveugle des politiques aujourd'hui, qui finalement ne réagissent pas énormément là-dessus. Pour moi, l'appel, il a deux choses. C'est justement orienter les décisions publiques, c'est-à-dire pousser les politiques à réfléchir à tout ça et anticiper une régulation. Voilà. Et pour moi, c'est un peu au-delà de l'aspect communication, parce que je suis sûr il y a un côté aussi là-dessus. Mais je pense qu'il se dit, alors évidemment, pareil que pour Arthur Mensch, ça tombe à un moment. Alors quoi qu'aux États-Unis, voilà, on parle c'est un peu plus loin là-bas. C'est un peu plus loin, et puis surtout comme il y a le soldat qui a été sauvé, voilà, tout va bien. Voilà, tout va bien là-bas, la guerre est gagnée, donc on continue. D'ailleurs, tu vois la bourse américaine qui bat des records chaque jour un peu plus. Les Américains, quand on les interroge dans la rue, ce qui se passe là-bas, voilà, c'est loin. Oui, c'est assez loin, mais je pense que par contre, oui, il faut que les politiques publiques, parce que tout le monde se rend compte, il y a quand même des milliers d'emplois qui sont menacés. On voit les développeurs, on voit même des sociétés américaines de services qui commencent un peu à couper. On voit les administrations qui font moins appel aussi à des sociétés de services. Enfin, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Donc là, c'est de dire attention aux décisions publiques que vous allez prendre, les gouverneurs, parce que là-bas c'est un État fédéral, hein, les gouverneurs, les politiques, et puis anticipons un peu tout ça. Donc il y a un peu pour moi, il y a un peu un appel aussi de ce côté-là. Mobilisez-vous un peu, c'est en train d'arriver. Alors sur les 32 heures, ce que ça évoque pour moi, c'est qu'en fait, ce que je vois moi dans mes collègues qui utilisent de l'IA pour faire du développement de logiciels, c'est qu'ils sont
en fait, il y a une surcharge mentale qui est liée à l'utilisation d'agents IA, qui font développer par la machine. Mais alors, du coup, ils se retrouvent à gérer des dizaines d'agents et c'est vraiment... Enfin, ils sont épuisés. Enfin, ils utilisent en fait leur temps de façon beaucoup plus intense. Et je peux vous assurer que ça serait bien qu'ils fassent que 32 heures, voire moins, parce qu'en fait, ils donnent tout, quoi. Enfin, on est dans une période de... Oui, en plus, on est une période, d'adaptation, on apprend, on joue les apprentis sorciers, etc. Mais c'est objectivement épuisant en termes de charge mentale de gérer ces agents simultanément. Et donc... en fait, ces 32 heures, c'est peut-être une façon pour Sam Altman de dire les développeurs ou les managers d'agents, parce qu'ils ont un travail mentalement épuisant, devraient travailler moins si on ne veut pas les tuer à la tâche. Mais ce qu'il y a d'intéressant là, sur les 32 heures, c'est que c'est même pas réservé aux ingénieurs ou aux professionnels de l'informatique, en fait. C'est toute la société. Toute la société américaine. C'est pas... c'est vraiment toute la société. Il y a aussi une autre mesure qui est assez intéressante, c'est ce fonds de richesse publique. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Dont tu as parlé, ça c'est assez intéressant. C'est pour redistribuer derrière les gains de l'IA. Enfin, voilà, si je résume. Ça, c'est assez intéressant. Enfin, Et donc, cet argent, ce gain qui serait dans des fonds, serait redistribué aux citoyens américains. En contrepartie de la valeur ajoutée créée par les robots. Et que les humains ne créeraient plus. Mais qui irait acheter dans donc c'est un genre de revenu universel. C'est un peu un revenu universel. Voilà. C'est-à-dire que les robots travailleraient pour toi, comme ils créent de la richesse, ils te restituent une partie de cette richesse. Benoît Hamon qui en avait parlé lors d'un des candidats à la présidentielle. Mais c'est il avait été bien moqué d'ailleurs par tout le monde. Parce que mais là, ça commence à prendre un petit peu de en fait, sens. Ça rend le cri d'alarme d'Arthur Munch, dont on évoquait tout à l'heure, encore plus pressant. Parce que là, vous avez un autre patron qui explique que l'IA peut transformer complètement nos sociétés. Et donc, il est absolument important que l'Europe absolument préserve ses valeurs. C'est essentiel. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi c'est un Arthur Mensch. Alors, c'est des gens, évidemment, ils ont les mains dedans, les pieds dedans, la tête dedans et tout ça. Mais pourquoi ils ne réussissent pas à mobiliser, tu vois, des grands intellectuels, des grands économistes et tout ça. Moi, c'est la... Je pense que certains n'arrivent pas à se rendre compte de la notion d'urgence et à quel point ça va vite. C'est-à-dire que les patrons s'en rendent compte, mais je ne suis pas sûre que les intervenants extérieurs aient cette capacité à se projeter dans la rapidité des produits. Oui, c'est effrayant. Ça va vraiment très très vite. Ouais. Alors, on a évoqué Mistral, on a évoqué OpenAI. Si on évoquait Anthropic, mais ce sera après la petite pause. Est-ce que vous avez entendu parler de Mythos ? Mythos, c'est ce nouveau modèle que Anthropic a mis au point, mais qui ne veut pas rendre public. Pourquoi ? Parce que ses résultats sont tellement incroyables que Anthropic trouve que Mythos pourrait être dangereux. C'est dingue quand même cette histoire-là. Là, on est vraiment dans un film de science-fiction. On va tout vous expliquer dans une minute avec ce soir Isabelle, Tristan et Frédéric. C'était Tech & Co, la quotidienne. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. C'était vraiment monnaie cette première demi-heure. Mythos. Bien. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne, avec ce soir sur le plateau pour débriefer l'actu, Isabelle Bordry, Tristan Nitto, Frédéric Simotel. On est au cœur de notre débat IA, après avoir évoqué Mistral, les mesures aussi imaginées par OpenAI pour une société encore meilleure, avec moins de travail, avec plus d'argent, etc., etc. Sur le papier, c'est pas mal, mais bon... est-ce qu'il n'y aura pas d'autres conséquences ? Ça, c'est pas sûr. Après tout cela, j'aimerais qu'on évoque Anthropic, parce que Anthropic, non seulement est en train de grappiller des parts de marché à tous ses concurrents, et notamment à OpenAI, ça devient un problème, est très, on va dire, très, très à l'affût de nouveautés et de ses annonces. Et là, ils viennent de présenter, en fait, une mise à jour de leur IA Claude, qui s'appelle Mythos, et qui est assez impressionnante visiblement, parce qu'en général, vous savez, quand on passe d'une IA 1 à 1.2, évidemment, il y a des évolutions, mais qui sont plutôt incrémentales. Et là, visiblement, Mythos ferait un bond
assez impressionnant en termes de performance dans énormément de domaines. Il résoudrait 19 problèmes d'ingénierie logicielle sur 20, où le meilleur modèle public aujourd'hui en résout 16. Et le truc le plus impressionnant, c'est la cybersécurité, où là, il arrive à détecter des failles que personne n'arrivait à détecter. Et donc, cette IA s'appelle Claude Mythos. C'est assez rigolo d'ailleurs. Hein. Pourquoi Mythos ? Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? On en parlait pendant la pub, mais mythos, en grec, ça veut dire plein de choses différentes, Ouais, c'est ça ? dont le mythe, en quoi on croit, tous ensemble. Intelligence narrative. Si tu traduis, c'est intelligence narrative. Intelligence narrative, oui. Voilà. Ça veut dire, voilà. D'où les jeunes qui disent aujourd'hui « oh, le mytho », parce que, voilà, il a de l'intelligence narrative, mais il raconte beaucoup de mensonges. Ce qu'il y a d'intéressant là, c'est que Anthropic a dit on ne sortira pas cette IA actuellement parce qu'on la juge trop dangereuse. Enfin, ils vont la sortir, mais ils vont la sortir avec des partenaires qui les appellent de confiance. Oui, mais c'est une genre de bêta privée. Ils sont grillés sur le volet, parce qu'ils sont allés chercher les Microsoft, CrowdStrike, Palo Alto, qui sont les trois des plus gros acteurs de cybersécurité, parce qu'effectivement, tu l'as dit, le problème, c'est que cette IA, elle est tellement puissante qu'elle peut aller déceler les failles. Or, aujourd'hui, le gros souci, tous les logiciels ont des failles, enfin, dès qu'il y a il y a toujours des failles. Le souci, c'est que quand ces failles avaient été mises à jour, enfin, étaient mises dévoilées, il fallait... Voilà, les gens ont patché, Microsoft, c'était tous les mardis, fournissait un patch. Enfin voilà, on s'affolait pas plus que ça, parce que les pirates mettaient un peu de temps aussi à les exploiter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les pirates, ils foncent dessus, parce qu'eux aussi, ils utilisent ces IA, ils vont beaucoup plus vite. Ça veut dire que si on ne colmate pas tout de suite ces brèches, ça y est, c'est fichu, en quelques heures, ils ont déjà accès à tout ça. Donc... Voilà, le logiciel. Alors, la difficulté, c'est aujourd'hui, si on met ce logiciel-là, il faut tout de suite être prêt à patcher, parce que les éditeurs, ils travaillent comme ça. Il y a une grande collaboration de la part des éditeurs de logiciels de cyber. Et là, ça va aller tellement vite qu'ils se sont dit, on va prendre le temps. Plusieurs choses là-dessus. La première, c'est une certaine sagesse, une certaine conscience, en tout cas, de cette cyber de la part de Claude. Mais quand même, on est encore dans notre message. Nous, on est l'acteur de confiance. Ouais. On a sorti un truc tellement puissant, les gars, qu'on ne va pas vous le donner tout de suite. Non seulement il est puissant, mais en plus, nous, on est l'acteur de confiance. On ne va pas le donner parce que justement, ça peut créer des failles de sécurité. On va en discuter avec les plus grands acteurs. Bon, il y a aussi cette partie communication quand même, mais quand même, il y a quand même cette partie technique. Et les entreprises derrière s'affolent parce que les entreprises se disent mais le jour où ça va arriver, si on ne patche pas assez vite, parce que quand tu es un grand groupe, tu as toute une équipe de responsables de sécurité qui vont patcher, qui auront tout ça. Mais quand tu es des plus petites entreprises, quand tu es des sous-traitants, tu es vraiment vulnérable. Tu es bien vulnérable et là, ça pose vraiment souci. Et puis il y a eu un deuxième sujet, c'est que Mythos est sorti de son bac à sable et a publié en fait les difficultés sur le net. Donc il y a eu de la part en fait des développeurs qui surveillaient Mythos une espèce d'incompréhension. Il est sorti en fait de son bac à sable et donc Mythos peut devenir effectivement très dangereux. Donc il y a deux choses, il y a une hyper efficacité pour trouver la faille, la résoudre, mais aussi une incapacité des développeurs de vraiment gérer la réaction de l'IA. Et ça, c'est un vrai sujet extrêmement préoccupant. Et puis alors après, la prise de position d'Anthropic de dire j'ai 40 ou 50 partenaires de confiance, quand vous regardez les partenaires de confiance, ils sont tous américains. Donc ça veut dire en gros, il y a Apple, Google, Microsoft et la fondation Linux. Et puis CrowdStrike et Palo Alto, qui sont les deux plus gros. Voilà, Microsoft, donc c'est les trois plus gros. Que des Américains. Et donc ça pose, pour reprendre notre discussion du début de l'émission, un vrai sujet de souveraineté. Moi, je suis RSSI d'un hôpital, je m'affole. Hein. Non, mais sans rien, je vois ça sortir, ça va sortir à une telle vitesse, parce qu'on ne pourra pas patcher tous les logiciels à la vitesse à laquelle, donc évidemment que ça pose un vrai souci de ce côté-là. Et juste un mot, ce qui est là, en deux sujets, on a parlé des sujets vraiment 2026 sur l'IA. Oui, bien sûr. L'emploi, parce qu'on ne pouvait pas éluder, on voit les suppressions d'emploi, et deux, la cyber. Et puis même Mistral, la souveraineté, finalement, qui va être aussi, on va dire, le fil rouge de cette année 2026. Tristan. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, ça change. En fait, ça change pas grand-chose. Ça ne change que la vitesse. C'est-à-dire que des trous de sécurité, il y en a toujours eu, mais on mettait longtemps à les trouver parce que c'était des humains qui cherchaient. Et alors donc, on en trouvait de temps en temps, et donc on les corrigeait. Il fallait faire ce qu'on appelle du responsible disclosure, c'est-à-dire de la publication de trous de sécu
qui est responsable, c'est-à-dire que vous trouvez un trou de sécu, vous ne l'affichez pas sur Internet. Vous allez voir l'éditeur et vous lui dites « Attends, là, j'ai trouvé un truc, soyons raisonnables, je te donne 30 jours pour corriger le trou de sécurité que je viens de te donner. Éventuellement, tu me donnes un peu d'argent parce que je suis un garçon sympathique qui a travaillé pour toi. » Il corrige le trou de sécurité, il déploie le patch. Les utilisateurs peuvent installer le patch sur leur machine. Et à ce moment-là, en tant que chercheur en sécurité, je peux leur dire, je peux publier en fait et dire, regardez, c'est moi qui ai trouvé ce trou de sécurité. Ça, c'est le responsible disclosure et c'est important. C'est une façon intelligente de faire. Sauf que là, en fait, on retrouve un énième fil rouge avec l'IA. C'est l'accélération phénoménale de tout ce qui se passe au niveau du numérique, où maintenant, il y a une machine qui travaille comme plusieurs humains. Bien sûr. Et qui est complètement infatigable, qui ne dort pas, qui travaille 24 heures par jour, 7 jours sur 7, avec une puissance décuplée et qui qui trouve des trous de sécu, qui ne sont pas toujours importants, mais qui peut en trouver plusieurs et voir comment les aligner pour arriver à faire quelque chose de puissant. Enfin, quand tu dis les trous de sécu, c'est pas le trou de la sécu. Non, les trous de sécurité. Non, on parle de cybersécurité. C'était une précision. Nos auditeurs auraient rectifié. Ça serait formidable si on avait un cloud pour réparer la sécurité. Ça c'est vrai. Il faudrait des clouds un peu pour tout, finalement. Et d'ailleurs, ça me rappelle, en fait, dans les années 2000, il y avait ce sujet des développeurs qui, en fait, tentaient de hacker les grandes plateformes pour se faire repérer et pour être embauchés par les grandes plateformes. Et c'est comme ça que je me souviens qu'on avait des développeurs qui arrivaient parfois dans les bureaux à Paris chez Yahoo, qui en fait étaient des hackers et qui s'étaient fait repérer de cette manière-là. Maintenant, les hackers éthiques, mais non, il y a une chose où ça peut peut-être aussi faire un peu bousculer un peu cette population des codeurs, c'est de coder comment on dit secure by design. C'est-à-dire aujourd'hui, on demande toujours à les codeurs de mettre des garde-fous, mais parfois ils s'en fichent un peu, ils testent pas, ils mettent les codes surtout en open source, ils les mettent assez vite. Et là, c'est peut-être un moment aussi pour quand il y a d'être un petit peu plus concentré, des ESN et tout ça, de dire aux codeurs, attention les gars, faites un peu plus attention à votre code parce que là, enfin toi tu dois connaître ça, enfin vous avez dû te connaître ça aussi. C'est parfois oui, on veut aller vite, on veut développer une appli, tout ça et allez, il y a ça. Mais alors ça, tu vois, au niveau du vibe coding, tous les gens qui disent ça y est, maintenant, avec de l'IA, je n'ai plus besoin de développeurs, je peux coder moi-même. Mais alors là, ils vont avoir chaud aux fesses, parce que le code, s'ils ne l'ont pas relu, parce qu'ils n'ont pas l'expertise, etc., et qu'il fait balancer ou l'humain revient exactement, ça va leur revenir en plein visage, dès lors que des outils très performants en cybersécurité sont disponibles librement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de la part d'Anthropic de dire je fais ça de façon limitée, ça va permettre de sécuriser la plupart des grands logiciels, des grands fournisseurs de logiciels de ces 50 boîtes américaines. Souvenons-nous qu'il y a quelques semaines, ils ont publié une expérimentation qu'ils avaient faite avec Mozilla, où ils avaient analysé tout le code de Firefox. Alors, je ne sais pas si c'était Mythos, en tout cas, on ne parlait pas de Mythos à l'époque, mais c'était une expérimentation sur le code de Firefox où, effectivement, ils ont trouvé un certain nombre de failles de sécurité qu'ils ont donc partagées avec Mozilla, etc., et que ça a été très utile. Et donc, Firefox est de meilleure qualité a posteriori, parce que c'est des gens bien intentionnés qui ont dit on a trouvé ça, corrigez-le, et une fois que ça a été corrigé, on dit voilà les trous de sécu qu'on a trouvés. Mais Fred, alors toi qui suis ça de près, mais ça va être le cauchemar pour toutes ces boîtes de cybersécurité justement, parce que là elles se retrouvent avec un concurrent qui est d'une extrême efficacité. Alors on est dans la détection des vulnérabilités, donc c'est vrai que les boîtes de sécurité elles vont utiliser aussi ces outils, elles vont intégrer aussi ces technologies pour protéger davantage, mais c'est vrai qu'il y a certaines... Elles perdent quand même une certaine valeur ajoutée. C'est bien pour ça qu'ils s'allient avec les grosses plateformes, les CrowdStrike, Palo Alto, Microsoft sont les plus gros plateformes en vue, mais c'est vrai que pour certains éditeurs, ça va être un petit peu plus compliqué. Enfin, il faut vite se mettre à jour de tout cet aspect-là. Les chercheurs en sécurité, ils vont passer aux 32 heures. Ubériser à leur tour, quoi. Ils vont passer aux 32 heures. Voilà, comme les développeurs aujourd'hui, qui sans IA sont en voie d'obsolescence. Et l'enjeu, c'est la maîtrise du code.
C'est-à-dire qu'un jour, on ne connaîtra plus véritablement ce qu'il y a dans le code. Ouais. Et si l'IA décide d'en faire qu'à sa tête, ce qui a été un peu le cas en l'occurrence cette fois-ci, ça va être très très compliqué. Bon, écoutez... Ouais, me lance pas sur le sujet. tout ça est assez- Non, mais est assez vertigineux. moi, c'est bien que ce soit quelqu'un comme Entropie qui sonne sérieusement, même s'il y a tout cet effet com, évidemment, on n'est pas Oui, dupe. parce que le coup de c'est secret, c'est dangereux, machin, Ouais. c'est magnifique, son storytelling. Mais au moins C'est la meilleure pub possible. Au moins de tirer cette sonnette d'alarme, de dire attention, voilà, c'est quand même de dire, on est vraiment dans ces tendances là, de l'IA en ce moment, de cette IA où il faut sécuriser l'infrastructure Et numérique. ça montre qu'ils ont peur d'être dépassés aussi. C'est ça qui est inquiétant. Est-ce que vous voulez qu'on évoque la dernière petite aventure d'Elon Musk ? Une aventure à 25 milliards. On en a déjà parlé. Oui, excusez-nous, hein, c'est pas des petites aventures comme ça. Non, c'est 25 milliards. Tout de suite, c'est ce fameux projet Terafab. On en a parlé déjà dans Tech & Co. L'idée, c'est de créer une méga usine qui fabriquerait des processeurs, à la fois pour les voitures, mais aussi pour SpaceX, pour Starlink, etc. Enfin, pour tout l'écosystème d'Elon Musk, voire même plus, peut-être les vendre aussi, ces puces. 25 milliards, c'est ce qu'il met sur la table pour construire cette usine qui est gigantesque, bien sûr. La nouveauté, c'est que un partenaire de choix s'associe à ce projet. Il s'agit d'Intel. Ça a été signé ce week-end. Intel va participer, va être partenaire en fait de ce Terafab. Et ce qui est intéressant, si on lit entre les lignes, Fred, d'après ce que j'ai compris, c'est que il y a même une réflexion sur la manière dont les processeurs vont être faits à l'avenir. C'est-à-dire que c'est même pas le fait de prendre déjà des modèles qui existent, mais il y a une espèce de réflexion sur la manière comment on pourrait rendre encore plus efficients les processeurs et repenser la manière dont ils sont designés. Clairement, Intel joue sa relance, sa relance à la fois dans le monde du processeur. Ouais, c'est une belle opportunité pour... Et puis sa relance dans l'IA, parce qu'évidemment, on a bien vu dépassé par Nvidia, on a vu les Broadcom, enfin voilà, tout le monde est venu un peu, plus que les chatouiller, sérieusement bousculer Intel. Intel qui, on le rappelle, ils sont très peu au monde à avoir toute cette chaîne verticale. Il y a Intel, il y a Samsung, et puis il y a des Asiatiques. Et donc là, aujourd'hui, Intel va bénéficier aussi, vous savez, c'est un peu long, on ne va pas tout décrire tout ça, mais Donald Trump avait voulu que l'État américain a mis 10 milliards, c'est ça, a investi 10 milliards dans les Intel pour que justement Intel reste aux États-Unis. Voilà, donc il y a tout cet aspect-là. Mais du coup, c'est vrai que Elon Musk, il vient là aussi pour bousculer tout ça. Alors la fonderie, ça restera de la fonderie, et donc ça va faire vivre la partie Intel fonderie. On se rappelle qu'un des présidents d'Intel voulait à un moment séparer les deux, la partie design, la partie fonderie. Bon là, on garde le tout. Mais évidemment, Elon Musk qui a vu une façon autre de fabriquer des voitures, une façon autre d'aller dans l'espace, et bien là, il peut avoir les outils. 25 milliards, c'est le coût. Après, ce qui est compliqué dans tout cet univers des fonderies, c'est qu'on ne fait pas ça tout seul, quoi. Alors, il faut l'écosystème autour. Intel, là, un peu aux États-Unis, parce qu'il a déjà des usines là-bas, mais le coût d'accélérateur, voilà. Oui, c'est pas Taïwan encore. Ouais. Exactement. Moi, j'ai un peu peur du choc des cultures quand même, parce que tu vois, ce qui fait la force de Musk, c'est son hyper-agressivité, le fait de pousser un peu ses ingénieurs à bout en les challengeant en permanence, il faut faire pour moins cher, voilà, etc. Face à un Intel qui est quand même beaucoup plus plan-plan, et c'est leur problème aujourd'hui, j'ai un peu peur que s'ils nous fassent un mélange d'huile et d'eau et que l'émulsion ne prenne pas, quoi. Ça va secouer... Ça va dépendre de l'exécution opérationnelle. Ça va dépendre. Tout va dépendre de ça, à mon avis. Une chose est sûre, c'est qu'Elon Musk est quand même extrêmement fort pour déceler les talents et que chez Intel, il y a des talents. Et là, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est créer un écosystème. On en parlait tout à l'heure. Il va rechercher les talents là où ils sont. Il se crée une indépendance par rapport au marché qui est absolument fondamentale, surtout pour l'aérospatiale. Et donc, il finance, et il a repéré des talents, il finance, il crée un écosystème vertical pour être complètement souverain et indépendant du reste du monde, ce qui est quand même extrêmement fort. Rappelons que l'échelle de temps, elle est importante là. À partir du moment où on pense une usine comme ça, avant qu'elle tourne à plein régime, il faut quoi, 5 ans ?
non ? Oui, enfin, maintenant, il peut, avec Elon Musk, il va dire... À l'échelle de Musk. Il va dire qu'il faut le faire en 3 ans. Plus rapide. Oui. Non, mais c'est ça. D'un côté, on a... tout ça, c'est stratégiquement pertinent. Hein. Ça répond à un vrai besoin. Bien sûr. En calcul, ça répond... C'est cohérent donc, avec la stratégie d'Elon Musk. C'est utile pour le repositionnement d'Intel, on l'a dit. Bon, les risques à côté, c'est ça. C'est qu'il faut une capacité d'exécution. Est-ce que Intel, là, aujourd'hui... Alors, on pourra peut-être mettre des tisons... et des brevets qui sont uniques. Faire des tisons sous les pieds pour qu'ils avancent plus vite. Ça dépend donc de cette capacité d'exécution. La complexité industrielle, elle est quand même... voilà, même si on a l'expertise Intel, il faut aller plus vite, il faut construire peut-être différemment, tu le disais François. Et puis la dernière chose, c'est que Elon Musk, c'est quand même le roi des promesses aussi, non exécutées ou exécutées un peu tardivement. Pas encore tenues, pas encore tenues. Alors, il a réussi beaucoup de choses quand même, il faut voir ce qu'il fait avec SpaceX, etc. Et avec Tesla et avec d'autres. Mais voilà, il faut faire attention aussi à ce genre de choses. Mais voilà. On est dans les puces, on y reste. Mais cette fois-ci, on revient ici en Europe avec notre pépite ASML, entreprise très discrète que le grand public ne connaît pas et pourtant qui est indispensable à la fabrication de 99,9% des processeurs qui existent dans le monde aujourd'hui. C'est en gros, pour expliquer ce que c'est, une espèce de gigantesque imprimante qui arrive à imprimer des microprocesseurs, en fait. Oui, c'est ça. Extrêmement petits. Extrêmement petits et de plus en plus petits. Ça demande une ingénierie. Ultraviolets, etc. Voilà, des technologies. La machine, c'est 100 000 composants. C'est ça. C'est 5 000 fournisseurs autour. Et c'est immense, en fait. La machine ne rentre pas dans cette pièce. On met 6 mois à aller l'installer dans l'usine, on met 6 mois, 6 ou 7 mois à la paramétrer. Il y a beaucoup de déchets au départ. C'est pas, quand ça commence à produire, au départ, il y a pas mal de déchets. Donc voilà, c'est d'une complexité assez incroyable. Mais voilà, c'est ASML, c'est une ancienne spin-off de Philips. Voilà, et cette, on va dire, cette pépite, elle est européenne. Voilà. Et aujourd'hui, les plus grands, on va dire, fabricants de puces dépendent d'ASML. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les États-Unis ne veulent plus qu'ASML travaille pour la Chine. Alors vous vous dites, mais si c'est une boîte européenne, en tous les cas, qui n'est pas américaine, pourquoi les Américains ont-ils une influence sur cette boîte-là ? C'est les brevets. Parce que la plupart de ces processeurs intègrent des brevets américains et à partir de ce moment-là, sans l'autorisation des Américains, on ne peut plus, ASML ne peut pas fabriquer ce qui est 20-25% de son chiffre d'affaires. Et voilà. Ils perdent leur liberté commerciale. Ils perdent leur liberté commerciale alors que c'est une boîte qui n'a rien à voir au départ avec les États-Unis. C'est une extraterritorialité américaine. Et donc, il y avait précédemment le pétrole et le dollar, où à partir du moment où vous faisiez des transactions en dollars, vous êtes sous la surveillance des Américains, ce qui a coûté très très cher à BNP Paribas à une époque. Ouais. Et là, ils remettent en place le même principe avec la technologie. Ils font la guerre commerciale aux Chinois. Ils ne veulent plus, ils veulent assécher le marché, ils ne veulent plus que les Chinois aient accès aux meilleures technologies. Et l'Europe, face à ça, n'arrive pas à se défendre. On a besoin de financement, on a besoin de vendre notre excellence. Et aujourd'hui, les Pays-Bas se sont vaguement rebellés, mais il n'y a pas de réponse ferme de la part des Européens, et je trouve ça très grave. Et cette loi qui est en train de passer aux États-Unis, qui s'appelle Match Act, est totalement poussée par les démocrates et les républicains, va clairement passer et va en fait restreindre énormément la liberté commerciale de nos sociétés technologiques. Pour vous donner un ordre d'idée, tu l'as dit, mais pour être plus précis, la Chine représentait 33% du chiffre d'affaires d'ASML en 2025. Et là, pour 2026, il estime une baisse de 20%, en fait. Ah oui, c'est ça. C'est quand même impressionnant. Ils assèchent le marché chinois. Oui, et donc, ça va faire le marché chinois. Mais ils affaiblissent aussi cette pépite européenne. Européens. Voilà. Absolument. Tristan. Et après Fred. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, on parle de souveraineté, qui n'est pas un mot que j'aime beaucoup. Moi, je préfère parler d'autonomie stratégique, et qui me paraît plus adapté ici. Et
on est en train de reboucler avec ce qu'on disait au début, avec les propos d'Arthur Mensch qui disait écoutez, en Europe, il faut qu'on soit indépendant. Et en fait, on se retrouve dans la même situation avec ASML, mais complètement à l'autre bout de la chaîne, puisque là, on parle de la fabrication des processeurs. Mais la problématique, c'est d'être résilient quand il se passe des choses. C'est d'être autonome et résilient quand il y a des changements. Et ça, je pense qu'on est encore en Europe au début de l'intégration de ce problème. On est en train d'apprendre durement, mais on apprend à réagir face à tout ça. Comment est-ce qu'on mesure notre résilience et comment est-ce qu'on met en place des plans B, etc. Et c'est pour ça, à mon avis, que, excusez-moi, je reviens encore sur le début avec Arthur Mensch, mais pourquoi est-ce qu'il est allé tout seul et que derrière, ça tardait à suivre? Parce que je pense que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore bien compris cette importance d'autonomie stratégique et de résilience numérique. Mais que c'est en train de prendre, face à la difficulté des événements et de la géopolitique, je pense qu'on est en train d'apprendre très très vite. Et ASML, et c'est une leçon de plus en fait qu'on est en train de prendre, elle est douloureuse, enfin surtout pour les actionnaires d'ASML, mais à un moment, l'Europe aura appris sa leçon et va devenir plus autonome et saura mieux mesurer sa résilience et on sera plus prêt. Mais c'est juste que là... En fait, tout est rapport de force. Et l'Europe, aujourd'hui, n'arrive pas à rentrer dans ces rapports de force. Et c'est ça l'enjeu. Les Chinois et les Américains sont vraiment dans une guerre commerciale extrêmement forte. Je pense que le prochain sujet, ça va être les terres rares. C'est-à-dire que si les Américains assèchent le savoir-faire, l'accès aux puces, l'accès aux machines qui leur permettraient d'accéder aux puces, à un moment donné, ils vont arrêter les matières premières. Et l'Europe sera effectivement au milieu, le spectateur, sans avoir vraiment la capacité de se défendre. Mais pour ASML, en tout cas, c'est une perte de marché immédiate. C'est une dépendance accrue aux décisions politiques. Ça, c'est quand même un point important. Et puis, moi, ce qui me fait craindre aussi, c'est parce que les Chinois ont déjà démontré, ils ont un projet qui s'appelle Manhattan Project, qui est un peu créer le concurrent de ASML. Et là, ils vont accélérer et ils ont les moyens. Alors, on sait qu'ils ont déjà fait du reverse engineering, mais comme je l'ai dit, 100 000 composants, on sait qu'ils ont déjà démonté la machine, c'est fait. Mais la remonter correctement, ils ont encore un peu de mal. Ils ont du mal à imprimer moins de 10 nanomètres. Donc voilà, alors que voilà, ASML, on est à 3. À 3, voire à 2. Donc il y a quand même un retard d'une dizaine d'années, mais on les a déjà vus rattraper, je rappelle les voitures électriques. Bien sûr. 2015, on lance le projet, aujourd'hui c'est les numéros 1 mondiaux. 2015, c'était il y a 11 ans. Alors ça, c'est plus complexe que faire des voitures électriques. Mais moi, je crains un petit peu ça, ça va pousser les Chinois à accélérer sur ce projet de créer le ASML chinois. Évidemment. Après avoir démonté, bien sûr, toutes ces grosses machines pour apprendre et voir comment c'est fait, parce que c'est souvent ça, le reverse engineering. On démonte, on regarde, on copie, on voit comment ça fonctionne. Ils ont mis à peu près 20 ans sur cette technologie ultraviolet. Maîtriser la source lumineuse, c'est quelque chose. Ce qui est très complexe, c'est que c'est des industries et des entreprises qui sont très difficilement mises dans d'autres univers, parce qu'ils sont tellement soumis à des contraintes géographiques, d'air, de capacité, etc., que même TSMC, qui essaye de s'investir et de s'installer en fait aux États-Unis, n'y arrive pas, parce qu'ils n'arrivent pas à reconstituer l'écosystème extrêmement fin qu'ils ont à Taïwan. Il nous reste 3 minutes. On évoque ce dernier titre d'actu concernant Apple. Vous le savez, on a parlé et on l'avait présenté ici il y a quelques semaines de ce nouveau MacBook Neo, ce MacBook low cost à 699 €. Alors bon, évidemment, c'est pas low cost, mais pour Apple, avoir un Mac fonctionnel à 700 €, c'est quand même assez nouveau. Et ça marche, évidemment. Tim Cook s'en est félicité il y a quelques jours de cela en disant que c'était la meilleure semaine de lancement jamais enregistrée auprès des nouveaux utilisateurs de Mac. Donc voilà, tout va bien pour le MacBook Neo. Sauf que, en fait, tout va peut-être trop bien pour ce MacBook Neo. Parce que c'est là quand même qu'on se rend compte que Apple est vraiment très malin, parce que à l'intérieur du MacBook, la puce qui fait fonctionner en fait ce Mac, c'est une puce qui est issue d'un iPhone qui a 2 ans, qui est l'iPhone 16 Pro qui était sorti donc en 2024.
Et cet iPhone, en fait, si vous voulez, ils avaient fait beaucoup plus de puces que prévu pour le téléphone. Et Tim Cook s'est dit, mais tiens, ces puces-là, au lieu de les mettre à la poubelle, on ne sait pas quoi en faire, on va les mettre dans ce MacBook Neo. D'autant que ces puces-là, pour certaines, sont déclassifiées, c'est-à-dire qu'elles auraient un petit défaut, mais rien du tout, qui fait qu'elles sont totalement fonctionnelles, mais elles n'auraient pas été éligibles dans la carcasse d'un iPhone. Et donc, il les a mis dans ce Neo. Le seul truc, c'est que ça se vend tellement bien qu'il a presque plus de puces, si tu veux, en stock de la précédente génération. Et donc, là, il se retrouve un peu coincé. C'est dingue, cette histoire-là. Franchement, moi, je trouve que de la part d'Apple, c'est hyper malin, hyper smart, de recycler, en fait, des processeurs qui, n'ont plus d'existence véritablement, et de les mettre dans une machine, parce que ces processeurs, malgré tout, s'ils ont 2 ans, ils sont tellement puissants qu'ils font fonctionner un Mac sans aucun problème. Mais ça témoigne aussi de la difficulté aujourd'hui de sourcer sur le marché des puces rapidement, d'une qualité performante, et pas cher. C'est-à-dire qu'il y a une inflation énorme des prix qui font qu'aujourd'hui, on est obligé de recycler, à cause de l'IA, on est obligé de recycler des puces, et ce qui est très bien, et ce qu'a fait Tim Cook est parfait, pour pouvoir sortir un produit qui soit acceptable sur le marché en termes de prix. Et il va mettre la pression sur ses développeurs, parce qu'il va leur demander d'optimiser macOS. Il va leur demander, intégrez-moi davantage d'IA là-dedans, parce que je veux quand même qu'il y ait de l'IA. Et puis, vous mettez bien des liens vers les services cloud, alors qu'ils sont... Oui, parce que c'est là où je vais gagner de l'argent. Parce que c'est là où je vais gagner de l'argent. Donc là, maintenant, la pression, elle est sur les développeurs, donc c'est plutôt intelligent. Dans tous les cas, ils ont capté une nouvelle cible moins haut de gamme que sur les autres produits Apple. Tout en gardant des marges très confortables, puisque évidemment, quand tu ne mets pas vraiment le cœur, enfin le composant le plus cher, parce que c'est un système en chip, il y a tout dedans, le processeur, la mémoire, tout, à part le disque dur, tout est dedans. Donc après, c'est ça. C'est un truc tout petit. Il vient jouer sur le terrain des Chromebooks. Oui, mais sauf qu'en termes d'expérience, c'est autre chose. Ah oui, c'est un vrai Mac qui fait tourner tous les logiciels et qui marche bien. Donc recycler et innover. Mais voilà une touche optimiste. Ouais. Et sauf que là, ça se vend tellement bien qu'il gratte ses stocks et dans ses tiroirs, il a plus ses anciennes. On arrive au bout du tiroir. On est vraiment dans l'ADN d'Apple, qui est toujours de changer de. Il a fallu changer l'ordinateur, ils ont créé le Mac. Il a fallu changer l'écosystème de musique, ils ont créé l'iPod, l'iTunes. Il a fallu changer la mobilité, tout ça, ils ont créé l'iPhone. Et là, dans le monde du PC, ils sont en train de changer ça. Et après, ils ont ces ruptures, et puis derrière, ils vont creuser en profondeur, exploiter tout ça et optimiser. Et là, c'est exactement ce qu'ils font dans le monde de l'ordinateur. Donc, je trouve on est vraiment dans leur... On parle des 50 ans d'Apple, voilà. Et ils ont leur ADN est toujours là. Toute leur jeunesse et l'agilité. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin pour ce débrief de l'actualité de ce mercredi soir. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup. Isabelle Bordry, fondatrice de Retency. Merci à Tristan Netto, directeur associé commun numérique et anthropocène chez Octo Technologies. À bientôt Tristan. À bientôt. Et Fred, à très vite. Bien sûr, journaliste à BFM Business. Et vous restez avec nous pour la prochaine demi-heure qui arrive. Sur BFM Business, on va s'intéresser au secteur du tourisme et on va aller jeter un petit coup d'œil au Food Hotel Tech qui se déroulera la semaine prochaine à Paris. Et vous verrez que beaucoup de startups seront présentes pour accélérer la digitalisation de ce secteur du tourisme, à la fois l'hôtellerie mais aussi la restauration. On en parlera avec l'organisatrice de ce salon et 3 startups qui seront avec nous sur ce plateau. Et puis dans un instant, ce sera le Tech Flash avec Léa Benaïm, comme chaque soir. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. 20h31 sur BFM Business, un grand merci d'être avec nous, comme chaque soir. Merci surtout de votre fidélité. Il est temps maintenant de retrouver le Tech Flash. Ce qu'il faut retenir de l'actu tech de ce mercredi, c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, OpenAI a publié un plan pour se préparer au monde de demain, celui de l'avènement de la super intelligence. Un document de 13 pages dans lequel l'entreprise a listé d'une part les dangers de l'IA suivi d'un plan d'action. Parmi les mesures, un accès à l'IA pour tous, des semaines de 32 heures et une redistribution de la richesse. C'est la première fois qu'un géant de la tech s'engage aussi clairement sur un terrain politique. Également, dans l'actualité, selon les médias coréens, Samsung aurait signé un accord d'exclusivité de 3 ans avec Apple pour fournir des écrans pliants à l'entreprise destinés au futur iPhone pliant de la marque. En échange, Apple s'est engagé à ne
ne pas utiliser d'écran provenant d'autres fournisseurs. Le lancement de la production est prévu pour le mois de mai avec un volume initial d'environ 3 millions d'unités. Ça m'a arraché le cœur de lire ça. Oui, parce que pour tout vous raconter, depuis quelques mois avec Léa, on parie sur le fait que l'iPhone pliant va sortir cette année. Moi, je dis oui, elle dit non, et on a parié une pizza, donc voilà. Je pense que bientôt j'aurai droit. Le pari est public, donc aucun de nous deux pourra se défausser. Voilà, maintenant vous savez qu'à la rentrée, sans doute, je mangerai une pizza aux frais de Léa Benaïm. Et puis le MacBook Neo se retrouve victime de son succès. Léa, on en parlait il y a quelques instants. Apple se retrouve face à un dilemme industriel. Et oui, car pour réduire les coûts, l'entreprise utilise des puces issues de la production des iPhone 16 Pro, mais légèrement déclassées. Plutôt que de les jeter, Apple les réutilise dans des produits moins puissants comme le MacBook Neo, sauf que cela limite aussi les volumes disponibles. Donc pour répondre à la demande, 2 options pour Apple: réduire ses marges ou augmenter le prix de l'appareil. Dans l'actualité des télécoms, Free réclame plus de 2 milliards d'euros à Orange et Bouygues, et ce pour pratiques commerciales trompeuses liées à ces offres de smartphones subventionnés. Selon l'opérateur de Xavier Niel, le vrai prix du téléphone ne serait pas clairement indiqué et le client paierait au final un abonnement plus cher chaque mois avec engagement. Il s'agit selon Free d'un crédit caché. Et enfin, après l'Australie, la Grèce va interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Une annonce faite par le Premier ministre dans une vidéo TikTok. La mesure entrera en vigueur en janvier prochain. La Grèce deviendra ainsi le premier pays européen à franchir ce cap. La France, le Danemark et l'Espagne ont eux aussi indiqué vouloir suivre cette voie. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur le site de BFM Business pour Tech & Co Business, votre rendez-vous en compagnie de Frédéric Simotel, une émission à retrouver. Et oui, mais c'est en replay, c'est en podcast. C'est pas tout de suite, il ne reviendra pas. C'est une émission à retrouver en replay et en podcast sur toutes les plateformes. Et au programme cette semaine, comment Cloudflare a provoqué une panne mondiale d'Internet en voulant se protéger d'une faille. Souvenez-vous, c'était en décembre dernier. On écoute le porte-parole de Cloudflare. Effectivement, on s'est retrouvé un petit peu à la une de l'actualité malgré nous, des incidents pour toutes les sociétés informatiques, ça arrive. Ça arrive, bien sûr, même les grands hyperscalers, tout ça. Exactement. Mais ça a permis de faire un coup de zoom. Exactement. Mais qui est cette entreprise, pour ceux qui la connaissent un peu moins? Exactement. Et c'était particulièrement visible parce que Cloudflare aujourd'hui protège plus de 80% des acteurs des LLM, donc les gros acteurs de l'IA du marché, sont protégés et abrités derrière Cloudflare. Donc tout de suite, quand on voit l'utilisation que les Français notamment, qui sont en avance sur l'utilisation de l'IA générative, qui l'utilisent massivement déjà, quand ils sont aperçus que tous ces sites-là n'étaient plus accessibles, effectivement, ça a fait grand bruit. Alors, c'était pas lié à une attaque, c'était un bug de fonctionnement. C'est le premier en 9 ans qu'on a qui nous impacte comme ça, donc c'est malheureux. Voilà, Tech & Co Business à retrouver évidemment sur la plateforme RMC BFM Play et bien évidemment sur BFM Business à la radio, à la télé. Il est 20h35, direction tout de suite le site BFM Tech, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique BFM Tech. Avec Salomé Ferrari qui nous a rejoint. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Et si le prochain cliché iconique de la Lune n'était pas pris par un appareil scientifique hyper gros, hyper cher, mais par un smartphone, et pas n'importe lequel, un iPhone 17 Pro Max embarqué à bord de la mission Artemis 2, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Et oui, ces derniers jours, on a beaucoup parlé du fameux pot de Nutella qui flottait dans l'espace, mais à bord de la capsule, il y avait forcément les fameux astronautes et surtout les iPhone 17 Pro Max. Alors pour la première fois, en fait, la NASA a autorisé les astronautes à emporter des smartphones personnels. Résultat, un selfie en apesanteur. Et les photos sont assez impressionnantes. On a quand même un cliché qui montre la surface lunaire avec beaucoup de détails, notamment grâce au fameux zoom optique de l'iPhone. Donc pour réussir la photo, ils ont quand même plongé la photo dans le noir. Mais c'est assez bluffant. Ouais. Et surtout, ça a fait le bonheur d'Apple parce qu'on a du mal à imaginer une pub plus efficace qu'un iPhone qui flotte en apesanteur au milieu des apesanteurs autour de la Lune. Alors, la marque n'était pas impliquée officiellement, mais quand même, le symbole est assez puissant. Ouais, pour l'instant, Nutella et Apple, c'est plutôt pas mal comme pub. Et ce sont exactement les mêmes iPhones que l'on peut acheter sur Terre ou pas ? Et non, tu t'en doutes, avant d'embarquer, les iPhones ont subi une batterie de tests assez précis et assez stricte. On parle quand même de 4 phases de validation. Donc, on a eu une analyse des matériaux, des risques de casse, des émissions de gaz en milieu confiné. Même les objectifs ont été examinés pour éviter que des microdébris ne flottent dans l'espace. La batterie a, elle aussi, été examinée en cas de radiation parce que ça peut être un petit peu dangereux, tu t'en doutes, c'est sûr.
Pareil, les connexions étaient désactivées pour éviter toute interférence. Résultat, on a des iPhones modifiés en mode avion permanent et surtout solidement attachés pour éviter qu'ils ne se transforment en projectiles en apesanteur. Alors ces images, elles ne remplaceront pas les appareils officiels, parce que forcément les photos de l'iPhone elles sont traitées avec des algorithmes au détriment de la fidélité, mais ce n'est pas forcément le but de la NASA. Vraiment, le but de la NASA, c'est la communication. En fait, elle veut rendre cette opération un petit peu plus proche des gens, un petit peu plus fun. Bref, montrer que ces missions qui coûtent quand même un petit peu cher, finalement, elles intéressent tout le monde. Ouais, et ce qu'il y a de fou, c'est qu'ils sont à 400 000 km de la Terre et ils ont Internet malgré tout. Exactement. C'est ça qui est fou, en fait. On peut m'appeler. Merci beaucoup. C'était Salomé Ferrari. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, direction le site BFM Tech. Allez, on change carrément de sujet. On va s'intéresser à un salon qui ouvre ses portes la semaine prochaine, les 14 et 15 avril prochains. Il s'agit du Food Hotel Tech. On en parle parce que, évidemment, dans Food Hotel et Tech, il y a Tech. Donc ça nous intéresse. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Et c'est vrai qu'on n'est pas contre la food aussi, on aime plutôt ça. Et même les hôtels, donc tout va bien. Pour en parler, sur le plateau de Tech & Co, nous avons Raya Pelletier qui est avec nous. Bonsoir Raya. Bonsoir. Vous êtes directrice générale adjointe de Food Hotel Tech. On note déjà les dates, 14-15 avril prochain, c'est bien ça ? Absolument. C'est à Paris, Porte de Versailles. Porte de Versailles, Hall 4 plus précisément. Voilà, 9e édition de ce salon, 8500 visiteurs, 230 exposants. L'idée, c'est de proposer en fait aux professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, toutes les dernières innovations, transformation digitale, bien sûr, qui est un sujet capital. Mais pas que, c'est ça l'idée de ce salon ? Alors, l'idée de ce salon, c'est qu'en effet, il rassemble donc tous les acteurs tech, digital, qui ont des solutions donc innovantes à proposer à donc, nos hôteliers et nos restaurateurs qui viendront nous rendre visite, et aussi de surtout s'imprégner des innovations à venir parce qu'elles vont radicalement changer leur quotidien, ce qui est déjà un peu le cas aujourd'hui, mais qui va continuer à s'accentuer. Donc, on a l'édition cette année va être particulièrement animée pour leur permettre justement de comprendre concrètement ce qui va se transformer, ce qui va changer. Donc, on les accompagne avec des visites guidées, donc chose qu'on avait déjà l'habitude de proposer. Il y a des awards, des conférences, donc toutes ces choses-là. Table ronde, etc. aussi. Exactement. Et on a une grande nouveauté cette année qui sera donc l'atelier IA. Donc, ce sera des ateliers qui seront organisés par Best Western, qui est un groupe hôtelier qui sera aussi présent sur le salon. Donc, c'est une grande première et qui va donc tout au long du salon présenter concrètement ce que ça peut apporter. Et surtout, je pense que l'objectif premier est de montrer que toutes ces innovations sont accessibles à tous. Mais qu'il faut prendre le train en marche. Et il faut prendre le train en marche. Ouais. Certains le prennent un peu plus tard que d'autres, mais tous commencent à le prendre et se rendent compte petit à petit, en effet, de l'optimisation du temps, des gains, voilà, toutes ces choses-là qui sont là pour les présenter. Il y a un chiffre qui est intéressant, 2 chiffres qui sont intéressants. L'année dernière, vous aviez amené une étude auprès des exposants. 77% des restaurateurs et 75% des hôteliers utilisaient déjà des outils d'intelligence artificielle. Absolument. En 2025. Ouais. Même avant, je dirais. Ça a été une première année où on a fait cette étude justement pour encore plus ancrer l'IA en tant que tendance incontournable sur le salon aujourd'hui. Alors, évidemment, il y aura pas mal de start-up, j'imagine, sur ce salon. Il y a pas mal de start-up, dont 3 d'ailleurs, que nous allons présenter ce soir. Que nous allons découvrir ce soir, qui seront donc à Paris, Porte de Versailles. Arnaud Delizet est avec nous, c'est le PDG de Joboto. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Hervé Debat est avec nous aussi. Bonsoir Hervé. Hey, bonsoir. Président de J'aime.fr, c'est comme ça qu'on prononce ? J'aime, tout à fait, comme aimer. Voilà, il y a un J-A-I-M-E. Voilà, c'est ça. Et puis Noé Zahabi nous a rejoint aussi. Bonsoir Noé. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Châtaigne. C'est ça. On va commencer par Joboto parce que c'est vrai que évidemment on parle beaucoup d'IA, mais on parle aussi de robotique sur le salon. Et Joboto, qui a été créé en 2023, est une entreprise qui est spécialisée dans la robotique et notamment dans la distribution, l'intégration de robots de services qui sont destinés aux professionnels. Est-ce que vous pouvez nous présenter Joboto, s'il vous plaît ? Oui, alors Joboto, on est le distributeur officiel de la marque Poudre Robotics en France. Et donc, on est intégrateur de solutions robotiques. On a une gamme de robots qui est assez profonde et assez large. On travaille aussi bien sur de la robotique de nettoyage
que de la robotique de service, que de la robotique en room service, et on va jusqu'à la robotique industrielle avec du transport de charges lourdes en AMR. Et on voit que ça accélère dans le domaine Clairement. de la robotique. C'est incroyable. On est loin de ces robots du style Pepper d'Aldébaran qui étaient là simplement pour faire beau, Pour amuser la galerie. Voilà, pour amuser la galerie. Aujourd'hui, il y a de vrais usages de ces robots. Ce ne sont plus des gadgets. C'est plus du tout des gadgets, c'est des réels outils de travail aujourd'hui. On s'en rencontre à la maison, avec les robots aspirateurs, les robots laveurs, etc. Sauf qu'avec vous, bien évidemment, les échelles ne sont pas les mêmes. Donc, mais c'est à peu près la même mission. C'est exactement la même mission. C'est compléter des tâches qui sont répétitives, venir en aide aux équipes, être capable aujourd'hui d'automatiser toute une partie de tâches, on va dire, pénibles. Qu'est-ce que vous faites alors pas vous, mais vos robots, qu'est-ce qu'ils font? Ils nettoient. Vous parliez tout à l'heure de room service, etc. Ils font quoi? On fait plusieurs choses sur la partie service restauration, vraiment, auprès des restaurateurs. On va utiliser le robot en service à table, en débarrassage, par exemple. Parce que c'est un vrai outil de débarrassage aujourd'hui pour laisser le temps au serveur d'être en salle, justement. Sur la partie room service, on va faire du service en chambre. C'est-à-dire que il va monter tout seul dans la chambre, il va porter le plateau devant la porte de la chambre. Ouais. Il part de son point de départ, qui peut être la cuisine, qui peut être l'accueil, et il va réaliser une livraison, il va prendre l'ascenseur, et il va être capable d'aller livrer 4 chambres de manière consécutive, en envoyant un code à la chambre directement pour faire une livraison de manière sécurisée. Et donc là, on est sur des choses qui sont très concrètes et déjà déployées en France. Qui sont déployées, qui fonctionnent, c'est-à-dire que ce n'est pas du prototypage ou des expérimentations. Pas du tout. On a 1500 aujourd'hui, 1500 machines qui sont déployées au travers de la France sur l'intégralité de notre gamme. Alors, room service, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples? Nettoyage. Nettoyage, bon. Un énorme sujet. Vous parliez du B2C tout à l'heure et du particulier. On a tous un petit robot chez nous. Depuis quelques années. Aspirateur. Aujourd'hui, c'est vraiment en train de se généraliser. Ouais. On nettoie des grandes surfaces. Un robot de nettoyage, ça peut couvrir jusqu'à 800 mètres de l'heure, avec des autonomies allant de 5 à 8 heures. Et une efficacité Une efficacité incomparable. Okay. On est sur des machines qui font 10 fois la taille d'un robot ménager. Dans la restauration? Oui, dans la restauration, vraiment de l'aide au service. C'est vraiment le cas d'usage que nous, on voit le plus, que ce soit sur des restaurateurs type restaurant étoilé, jusqu'à des restaurateurs type petits restaurateurs. Je parle vraiment de structure. Voilà, le robot, ça donne vraiment à tout le monde. Et donc là, on va avoir le robot qui va venir en soutien sur du débarrassage ou en soutien sur du service, avec le serveur qui va pouvoir être en salle avec ses clients. C'est-à-dire qu'en fait, il a comme une espèce de gros plateau roulant, le serveur, c'est ça? Il va le suivre? Exactement. On a différents formats, en fait. On a des robots vraiment serveurs, comme celui que vous voyez à l'image, avec 4 robots, qui sont des robots de service, qui peuvent livrer jusqu'à 4 tables à la fois. Et après, on a des robots de débarrassage qui vont transporter de la charge plus lourde, jusqu'à 60 kg par exemple. Ce qui fait que le serveur n'a qu'à prendre les assiettes et les couverts et les poser sur le robot. Exactement. Et le robot va après partir en cuisine, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et il va gérer vraiment toute cette partie, on va dire, pénible et laisser le serveur au plus près des clients. Petite question, Arnaud, pourquoi on n'en voit pas souvent de ces robots encore dans les restaurants, dans les hôtels? Je pense que la France, c'est un marché un peu particulier, qui a mis beaucoup de temps à démarrer. Et aujourd'hui, on en voit de plus en plus. Voilà, je pense qu'il y a un vrai gap à combler. Quand j'ai commencé Food Hotel Tech il y a 3 ans, c'était notre premier salon d'ailleurs quand on a démarré, les gens étaient ébahis de voir des robots. Voilà, ils découvraient vraiment la robotique. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est intégré. Voilà. Et je pense que les déploiements grande échelle sont en train de se faire et que d'ici 2-3 ans, ce sera plus du tout nouveau. Expliquez-nous comment ça se passe en Chine. Alors en Chine... Il y en a beaucoup, je crois, de ces robots. Il y en a beaucoup, c'est pas en Chine qu'il y en a le plus. Alors les Chinois sont des grands fabricants de robots, voilà, et même les premiers au monde. C'est pas le pays où il y en a le plus? Non, les pays où il y en a le plus, c'est la Corée du Sud et le Japon. Voilà, qui sont les 2 plus gros consommateurs de robots de service. Après, en Chine, vous allez dans un hôtel, très clairement, vous avez toujours un robot à l'accueil et vous croisez très souvent un robot dans un ascenseur avec vous. Est-ce que ces robots sont, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on va y revenir, mais est-ce qu'ils deviennent intelligents? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent prendre des initiatives, comprendre leur environnement, ou est-ce qu'on en est encore loin? On est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins entre la robotique et l'IA aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que les robots évoluent. Il y a quelques années, vous aviez un robot de nettoyage, il nettoyait en linéaire. Il prenait une surface, il la nettoyait en linéaire. Aujourd'hui, et les robots qu'on va présenter d'ailleurs la semaine prochaine, je pense à notre CC1 Pro, qu'intègre l'IA. L'IA dans un robot, c'est la capacité à reconnaître son environnement, à reconnaître la typologie de déchets, à envoyer des informations sur des types de saleté, à repasser sur un endroit où il n'était pas passé. On est à ce niveau-là aujourd'hui d'intégration de l'IA dans la robotique de service.
Voilà. Et la montée en puissance, et c'est ce qu'on voit quand même beaucoup sur les réseaux, c'est l'humanoïde. Voilà, qui aujourd'hui, d'un point de vue grand public, n'est pas capable de faire grand-chose. Mais en tout cas, les robots-services, eux, sont hyper opérationnels déjà depuis plusieurs années. On peut imaginer que demain, on aura des serveurs incarnés par des robots Unitree, par exemple. Enfin, on voit, c'est un peu le robot star du moment, qui est hyper agile, qui fait des choses folles. Je sais pas, enfin, on l'a tous vu, ce robot. Est-ce que demain, si on arrive à le programmer, si on arrive à lui ingérer cette intelligence, il pourra se substituer à certaines tâches, vous pensez ? Alors, des tâches de contact ou des tâches d'expérience client, je ne suis pas certain. Je crois que le robot, aujourd'hui, c'est vraiment l'outil, c'est un outil de travail. Et on le voit, nous, dans les déploiements. Oui, d'accord, donc il accompagne l'humain. Exactement, ouais, Okay. C'est vraiment un outil de travail. Et donc, ça s'appelle Joboto, qui sera présent, bien évidemment. Mais ce n'est pas terminé, puisque nous avons aussi j'aime, je le disais.fr avec vous, Hervé Debat. Alors vous, ce qui est intéressant, c'est que vous mélangez le métier de réceptionniste et d'IA. Expliquez-nous comment vous faites et ce que c'est, en fait, Oui, tout à fait. Donc, la société existe depuis une année. Eu égard à mon passé, puisque j'ai été entrepreneur, mais aussi hôtelier, on a démarré par la fourniture d'une solution aux hôteliers pour leur faciliter la vie au niveau de leurs canaux de communication vis-à-vis des clients. Les mails, le chatbot et WhatsApp. Ça marche plutôt bien, il y a un certain nombre d'hôtels qui sont équipés, et pour diverses raisons, on nous a demandé de travailler aussi sur la voix, sur les assistants vocaux. Et il se trouve, vous le savez sûrement, que sur ce marché, il y a une très forte traction. Aujourd'hui, ça pullule, les solutions de ce type-là. Donc, nous avons développé une plateforme, une espèce de fabrique à assistants vocaux, que l'on a verticalisé sur les marchés de l'hôtellerie, qu'on connaît très bien, mais aussi de la restauration, mais aussi d'autres secteurs qui paraissent un petit peu exotiques par rapport à nos marchés d'origine, donc les collectivités, les mairies ou les centres médicaux. En fait, nous avons mis en place une solution qui, en 2 heures, permet de fournir effectivement un assistant vocal très optimisé, puisque par secteur, nous avons capté la façon dont on peut optimiser les choses, et surtout, c'est le point névralgique, ces solutions sont mises à jour quasiment quotidiennement. C'est-à-dire qu'on a un Lego avec toutes les composants qui permettent de faire une solution, et tous les jours, nous recevons des nouvelles versions, nous les validons, nous les testons, enfin quand je dis new, c'est une IA, et elles sont installées directement auprès de nos clients. Donc l'intérêt pour les clients, c'est que la solution est toujours, comme disent les anglo-saxons, up-to-date. Et on n'a pas la frustration d'un client qui a été installé il y a 3 ans et qui se retrouve avec une solution qui n'est plus au goût du jour. Donc un hôtel, par exemple, installe votre solution. Qu'est-ce qui va se passer pour le client final, c'est-à-dire moi qui vais à cet hôtel? Comment je vais interagir avec cette IA? Voilà. Donc toutes ces solutions-là, la nôtre et celle de 90% des acteurs, sont les solutions qui travaillent sur des données mortes, des données figées. À quelle heure puis-je faire le check-in, le check-out? Avez-vous une piscine? Avez-vous un parking? Etc. Ça, c'est plus de 90% des solutions d'assistants vocaux, quel que soit le secteur. Et l'innovation qu'on annonce lors de Foodtech, qui nous a permis d'être nominés d'ailleurs, c'est que l'on va connecter maintenant cet assistant vocal au système d'information de l'établissement. Connaissant particulièrement bien les hôtels, ce sont des PMS, leur système d'information, peu importe, Property Management System. Et donc, notre innovation, c'est de connecter ce système d'information à notre agent vocal, ce qui permet, pour répondre maintenant à votre question, de répondre à des questions du genre « Auriez-vous de la disponibilité du 2 au 8 août ? Ma réservation qui est je m'appelle Hervé Debat, j'ai une réservation chez vous, bon, je ne me rappelle pas de la date, pourrais-je rajouter un parking, un petit déjeuner, un spa ?» Et ça, l'IA se connecte au système d'information et peut répondre. Et notre innovation, que l'on a brevetée, c'est la capacité à rendre compatible tout ce qu'on appelle temps de latence. Quand vous êtes au téléphone, il faut que ça aille vite. Et l'accès à ces systèmes d'information, avec un brevet qui, en fait, rassemble trois innovations. Donc, il n'y a pas de latence? Quasiment pas. Il y en a très peu par rapport aux systèmes qui utilisent les données mortes aujourd'hui. Et aujourd'hui, combien d'établissements utilisent votre solution? Cette solution-là, elle est vraiment... jeune, vous me disiez, vous avez 1 an, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, je suis un peu moins jeune. Oui, ça se voit quasi pas, hein, je vous le dis. Je vous remercie, venant de vous. Et donc, pour la première solution qui s'appelait Omnidesk, qui gérait tous les canaux, donc on a 5-6 hôtels qui sont opérationnels. Et cette solution-là, particulièrement, elle est installée sur un pilote aujourd'hui. C'est tout nouveau. Très bien. Et donc, vous serez aussi au Food Hotel Tech
Raya, tout ça est plutôt sympa. Donc, et on le voit parce que donc, des startups vont profiter en fait de la puissance, on va dire la visibilité de ce salon pour annoncer aussi des nouveautés. Absolument. C'est ça qui est bien. C'est cool. Il y a pas mal d'annonces qui seront faites sur le salon. Et surtout, ce qui aujourd'hui les grandes tendances, pour revenir un peu sur Joboto et GEM, c'est qu'en effet, il y a le système de robotisation aujourd'hui. On s'en sert aussi en automatisation pour parfois faire face à la pénurie des main-d'œuvre. Ça ne remplacera pas l'homme, mais ça peut aussi dépanner et accompagner. Et en effet, l'intelligence artificielle générative qui, très clairement, permet d'optimiser son temps et puis ses achats, son expérience client, tout ce qui s'ensuit. Donc, mais il y aura pas mal de nouveautés. On écoute maintenant Noé Zabi. Bonsoir Noé. Bonsoir. Cofondateur donc de Châtaigne. Alors vous transformez WhatsApp en canal de vente. Vous êtes une start-up franco-suisse qui a été créée l'année dernière par 2 ingénieurs. Déjà, pourquoi Châtaigne ? Dites-moi. Alors, c'est ce jour-là. Châtaigne, ça vient d'une volonté d'avoir un nom qui sonnait français pour faire un petit peu différent, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Moi et mon cofondateur Ilan, donc, on s'est rencontrés en Suisse pendant nos études. Et puis on a décidé de lancer ce produit il y a maintenant 2 ans. Principalement parce qu'on était tous les deux convaincus qu'il y aurait une transition de la façon dont les gens achètent en ligne vers les plateformes de communication. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le langage, c'est la manière la plus intuitive et optimisée pour un humain de commander. C'est ce qu'on a toujours fait, c'est ce qui est la norme. Et aussi parce que les clients des marques sont déjà sur ces plateformes de communication. Instagram, WhatsApp, les emails, tout le monde est déjà dessus. Donc nous, notre idée, c'était de réduire l'écart avec le consommateur en proposant la solution là-bas. On a commencé du coup avec la restauration. On a lancé ça il y a 1 an et demi en Suisse. On est arrivé en France il y a 6 mois avec un système qui est assez simple. Donc le restaurateur va venir connecter ses systèmes de caisse, son système de loyauté, tous ses systèmes internes à notre solution. Et nous, on va lui donner un numéro WhatsApp. Et c'est nouveau. On va également lui donner un compte Instagram. Il peut connecter son compte Instagram. On vient de lancer ça. Et il va être capable d'adresser ses clients. Donc les clients peuvent arriver sur le numéro, ils vont être présentés avec toutes les informations du restaurant, ils vont pouvoir consulter le menu et être guidés à travers tout le processus de commande jusqu'au check-out, donc au paiement qui va se faire directement aussi dans l'application et au suivi de la livraison. WhatsApp est efficace justement pour convertir ? Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a énormément de gens qui sont déjà sur WhatsApp. Nous, le problème qu'on attaque, en fait, c'est un problème de friction. C'est qu'aujourd'hui, ces restaurants, s'ils veulent vendre en direct, ils sont obligés de le faire à travers des sites internet ou bien des applications mobiles. Et c'est des solutions qui ont énormément de friction parce qu'il faut télécharger l'application, il faut créer un compte. Et tout ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Et si on a 3-4 restaurants favoris, on n'a pas envie de le faire pour chacun de ces restaurants. L'avantage de WhatsApp, c'est que tout le monde a déjà cette application sur son téléphone. Ouais. On est déjà inscrit, forcément. On a déjà inscrit grâce à son numéro de téléphone. Et donc, en fait, on arrive et en 3 messages, on peut déjà avoir sa commande. Alors, qui se sert de ce... Vous dites que vous avez 2 ans, vous avez déjà des clients, vous testez en grandeur nature, en fait, votre solution ? Tout à fait. Aujourd'hui, on a une centaine de restaurants chez qui on est implémenté. Okay. On est principalement dans la restauration, donc en Suisse et en France, avec des chaînes moyennes. On commence à travailler avec de plus grosses chaînes et on commence aussi à s'étendre sur d'autres marchés, donc notamment dans les LATAM, là où il y a un gros usage de WhatsApp déjà, où les gens ont plus l'habitude d'acheter à travers ces canaux-là, et aussi sur d'autres marchés comme les UK par exemple. Et on essaie aussi d'attaquer d'autres verticales parce que nous, on est convaincus que c'est quelque chose qui est plus général au commerce et pas forcément qu'à la restauration. Ouais. Et donc voilà. D'accord. Alors justement, quelles sont les autres voies que vous explorez ? WhatsApp pourrait servir à quoi d'autre, en fait, pour ces métiers de la restauration notamment ? Pour la restauration, il y a tout un tas de communications que les clients peuvent avoir qui peuvent passer par WhatsApp. Aujourd'hui, en fait, on a énormément aussi de support client, donc des questions qui vont être posées sur, je sais pas, les horaires d'ouverture, par exemple, du restaurant. Comme le disait monsieur, je pense qu'en fait, on a les mêmes problématiques. Oui, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. C'est ça. Exactement. Donc ça peut être utilisé pour ça et ça peut aussi être utilisé par le restaurant pour avoir plus d'informations sur ses clients, donc pour avoir une meilleure overview sur tout ce qui se passe à 360 degrés.
Eh bien, merci beaucoup. Ça s'appelle Châtaigne et vous serez aussi donc au Food Hotel Tech. Eh bien, Raya, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument. À Paris, Porte de Versailles. Évidemment, c'est un salon qui est réservé aux professionnels, hein. Logique. Mais je pense qu'il va intéresser tous ceux qui sont dans ce secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Merci beaucoup, Raya Pelletier, directrice générale adjointe donc de Food Hotel Tech. On remercie aussi Noé Zabi, cofondateur de Châtaigne, Hervé Debat, président de Gem.fr et Arnaud Delizé, PDG de Joboto. Merci. Pour terminer ce Tech & Co ce mercredi soir, on sera là demain, bien sûr, demain, jeudi, dès 19h30. Vous le savez, à la radio, à la télé. Puis si vous avez raté quelques minutes de cette émission, ou si vous voulez la réécouter ou la regarder tranquillement, les replays et les podcasts sont disponibles, notamment sur la page YouTube de BFM Tech, où vous pouvez retrouver quelques heures après sa diffusion cette émission. Bonne soirée et à demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.